campus, Maguette Sène ne donne pas de date, mais selon le directeur général du COUD, toute cette réorganisation ne peut pas se faire en moins de 2 mois. Quant à l'ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Bouba Diop, il demande la reprise des cours et la réouverture du campus social. Il appelle les autorités et les étudiants au dialogue pour des solutions à la crise. Professeur Bouba Diop est joint au téléphone par El Hadj Ndiogou Diène. Il faut se dire qu'on ne peut pas rester plus de 5 mois sans ouvrir les universités d'une manière générale, l'université Cheikh Anta Diop en particulier. Je crois que c'est de la folie de croire qu'on peut prolonger cette situation. Et les faits qui sont notés depuis quelques jours confirment cela. Je pense que certains acteurs ont pris leurs responsabilités. J'ai participé aux réunions de la COSIDEP. Ce tableau des problèmes, des urgences, il fallait le faire. Maintenant, il faut aller à la racine. Donc régler rapidement le problème de l'UCAD, puisque ça risque d'être l'axe qui entraîne le reste. C'est illusoire de croire qu'on peut faire fonctionner cette université sans faire en sorte que les 2 campus, je dirais même les 3, parce qu'il y a également ce que j'appelle le campus ludique qui se trouve entre les 2. Ça c'est une autre subtilité de l'université Cheikh Anta Diop. Donc en maîtrisant ce qui se passe, l'histoire de cette université, ma foi, il faut rapidement trouver des solutions. Donc professeur, vous semblez donner raison aux étudiants qui soutiennent qu'il faut que la reprise des cours en présentiel doit être accompagnée de l'ouverture du campus social. Mais il n'y a pas d'autre choix. Et les solutions existent. Il faut rapidement accélérer les travaux. Je pense que d'ailleurs, ça a été, à mon avis, une grosse erreur d'attendre maintenant 5 mois pour faire les travaux. Et puis surtout, on fait les gros travaux là-bas, mais ça va encore augmenter aux perturbations. Mais ça, c'est facile à gérer. Restons avec l'université à Louga où l'ex-UVS, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, a formé 10 000 jeunes sur 80 000 dans le cadre de son programme de formation ouverte pour le renforcement des capacités dans les métiers du numérique Force N, un programme structuré autour de 3 composantes. Plus d'explications avec le professeur Moussa Lo, recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il invite les jeunes à s'inscrire afin d'atténuer les problèmes de chômage. Moussa Lo, que nous écoutons au micro de Nafissatou Ndiaye. Parmi ces projets, il y a un programme spécifique que nous avons présenté qui s'appelle le programme Force N, pour formation ouverte pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique. Un programme que nous avons démarré il y a 2 ans avec l'accompagnement de la Fondation Mastercard, avec comme ambition de former 80 000 jeunes dans les métiers du numérique et d'en insérer 70 000 à l'horizon 2026. Il y a une composante qui aujourd'hui offre déjà 30 certificats qui sont destinés à former des jeunes entre 18 et 35 ans dans les métiers du numérique. Et après 2 ans de fonctionnement, nous avons déjà formé et certifié près de 10 000 jeunes. Parmi ces 10 000, il y a près de 4 000 qui ont déjà été insérés. Voilà. Et il y a aussi un volet lié à l'entrepreneuriat numérique. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà été créées. Et nous sommes dans un processus aujourd'hui d'accompagnement de ces jeunes-là. Et les inscriptions? C'est assez simple. C'est déjà destiné à tout jeune âgé de 18 à 35 ans, même qui n'a pas de diplôme, peut s'inscrire dans ces formations. Parce que ce sont des formations ouvertes. Et pour s'inscrire, évidemment, il y a un site web qui a été mis à disposition des acteurs, à partir duquel les jeunes peuvent s'inscrire et ils auront accès à toutes les informations. Sinon, il y a aussi l'espace numérique ouvert qui est au niveau de Louga, que les jeunes aussi peuvent y aller et disposer de toutes les informations nécessaires. Dans l'éducation nationale à Tambacounda, pour l'équité et le respect des droits des enfants, l'État doit corriger le déséquilibre noté dans la mise en place des infrastructures scolaires dans la commune de Sadatou, dans le département de Bakel. Tout est prioritaire dans cette localité. Le coordonnateur du collectif des directeurs d'école déplore le foisonnement des abris provisoires. Papousseinou Diallo. L'environnement scolaire de la commune de Sadatou présente un visage hideux. Les élèves des 13 écoles élémentaires de cette commune étudient dans une promiscuité totale et éprouvent d'énormes difficultés. Momodou Saliou Baldé est le coordonnateur du collectif des directeurs d'école de cette commune. Nous souffrons d'énormes difficultés. Il y a 13 écoles. Et parmi les 13 écoles, pour la plupart, ce sont des abris provisoires. Les écoles pratiquement n'existent qu'au nom. Et les salles de classe qui sont là-bas sont en état de délabrement très avancé. Les enfants étudient dans des conditions très difficiles. La plupart des salles de classe, les dalles ne sont pas en bon état. Parfois, en pleine cour, il y a une zingue qui tombe sur les enfants. Ces écoles publiques font face à une pléthore d'élèves dans les salles de classe. Le directeur de l'école élémentaire de Sadatou tire la sonnette d'alarme. Il réclame la constitution de nouvelles
nouvelles salles de classe pour que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Nous demandons de l'aide. La population elle est très marginalisée par rapport aux populations des autres contrées. Nous voyons chaque jour à la télé des projets, des trucs, mais ça arrive rarement dans la commune de Sadatou. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités pour vraiment qu'ils viennent aider les populations de Sadatou. Dans l'arrondissement de Kéniéba à la frontière avec le Mali, les écoles de cette partie de la région de Tambacounda souffrent de plusieurs maux. Ici, les populations ne vivent que pour l'orpaillage. Dans cette commune, il n'y a aucun projet et programme de l'État. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Après l'annonce faite dans la presse ce matin par rapport à une pirogue secourue à Dakhla au Maroc, Mor Mbeng, le président du comité local de pêche artisanale de Kayar, apporte des éclairages. Selon lui, ce n'est pas cette pirogue qui avait quitté Kayar le 9 octobre dernier. Écoutons Mor Mbeng au micro de Cheikh Anta Diop. Tout à l'heure, nous avons eu des informations que la pirogue que nous recherchions a été retrouvée à Dakhla. Tel n'est pas le cas. La pirogue qui est retrouvée à Dakhla a quitté Kayar il y a une semaine, alors que nous recherchions une pirogue qui a quitté Kayar depuis le 9 octobre. La pirogue qu'on a trouvée à Dakhla contenait 128 personnes, alors que la pirogue que nous recherchions détenait 80 personnes, dont des bébés et des femmes. Donc nous lançons un appel à l'État du Sénégal et à la presse nationale et internationale, en tout cas de nous aider à continuer les recherches sur nos parents qui sont disparus en mer depuis le 9 octobre. Aujourd'hui, la population de Kayar s'est réunie sur les Pench pour, en tout cas, sur une journée de récital de Coran pour prier pour que le bon Dieu nous aide à retrouver nos parents qui sont partis en mer et que nous n'avons pas encore eu des informations sur leur disparition. L'information que nous avons eue du journal Libération n'est pas la bonne information et nous demandons à tout le monde de nous aider à retrouver nos parents qui sont en tout cas disparus en mer. Les travailleurs de la CBAO observent une nouvelle grève de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Les négociations avec leur direction générale tenues avant-hier lundi se sont soldées par un échec. L'augmentation des salaires reste le principal point de discorde entre les deux parties. Les travailleurs alertent sur les conséquences de leur grève pour les salariés en cette période de fin de mois. Écoutons Pape Doudou Tunkara, secrétaire général du collège des délégués de la CBAO, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Lors de notre dernière rencontre avec la direction générale nous avait fait des propositions concernant certains points de notre plateforme revendicative. Il s'agit d'abord de la subvention pour la carte restaurant, dont ils sont d'accord pour le relèvement de 40 000 à 55 000 à partir de janvier 2023 et à partir de janvier 2024, de lever le montant à 60 000. Mais c'est seulement sur ce point-là qu'on a constaté quand même des efforts consentis par la direction générale. Mais malheureusement, sur les autres points qui sont les points plus importants, notamment les augmentations de salaire, franchement, la proposition que la direction générale nous a faite, nous pensons que c'est une proposition qui non seulement ne nous rassure pas, mais nous pensons que même c'est un manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous constatez ce qui a été fait par l'État du Sénégal et même par les autres banques, des augmentations allant de 100 000 à 150 000, certains même plus, on nous propose des augmentations de 4% du salaire, de 6% et de 8%. Franchement, si on fait le calcul, vous vous rendez compte que c'est des montants qui sont dérisoires. Et sur ce, nous précisons que la majeure partie des fonctionnaires du Sénégal perçoivent leur salaire à CBAO. Et vous savez que la fin du mois est très proche. Si toutefois il n'y a pas de solution à ce problème-là, je pense qu'il va y avoir en tout cas une cacophonie au niveau des agents de CBAO. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons encore un appel à toutes les bonnes volontés que nous sommes ouverts aux négociations. Tout ce que nous voulons, c'est rejoindre nos postes de travail le plus rapidement possible pour que tous les clients de CBAO puissent être servis, que les gens perçoivent le salaire normalement. Pèlerinage à la Mecque 2024, les opérations pour le Hajj ont démarré depuis le 16 septembre 2023 et toutes les transactions doivent être clôturées au plus tard le 29 avril 2024. Ce sont là les changements majeurs apportés par l'Arabie Saoudite pour le Hajj en 2024. Les voyagistes privés du Sénégal appellent les citoyens à faire leurs opérations très tôt pour qu'ils puissent avoir une bonne organisation. Et concernant le Hajj 2023, quelques difficultés
difficultés ont été notées, notamment à l'étape de Mouna et Arafat. 11 000 pèlerins ont été transportés par les voyagistes privés cette année. Compte rendu, Boubacar Dia. À l'instar des années passées, des milliers de pèlerins sénégalais ont effectué le pèlerinage 2023. Les voyagistes privés en ont transporté 11 860 pour l'État du Sénégal. Malgré quelques difficultés, Ourey Thiam Pereira déclare que tout s'est bien passé et les voyagistes privés chargés de communication du regroupement des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal. Donc une édition qui a vu la participation de beaucoup de personnes âgées, ce qui a été peut-être une des principales difficultés cette année. Mais la plus grande difficulté, comme chaque année, a été l'étape de Mouna et d'Arafat, qui a été une étape très dure pour tout le monde. Pour l'édition 2024 du Hajj, l'Arabie Saoudite a pris de nouvelles dispositions, notamment le changement du calendrier. Les opérations ont démarré depuis le 16 septembre. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que cette année, les Saoudiens ont établi un calendrier disant que toutes les opérations concernant le Hajj seront clôturées à la date du 29 avril 2024. Donc maintenant, on n'a plus la latitude d'attendre le mois de Ramadan ou après le Ramadan pour faire des opérations. Les opérations ont démarré le 16 septembre, le portail il est ouvert et toutes les transactions doivent être clôturées avant la date du 29 avril 2024. Les voyagistes privés du Sénégal n'ont donc que 4 mois pour s'atteler à l'organisation du Hajj 2024. D'ailleurs, ils demandent aux autorités étatiques de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les problèmes liés au transport aérien. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Octobre rose tire à sa fin. À Thiès, les signaux sont au rouge. Sur 500 femmes consultées pour des cancers du col de l'utérus ou du sein, beaucoup présentent des lésions précancéreuses. La Ligue sénégalaise contre le cancer, de concert avec le centre de santé, a initié des journées de consultation. Les médecins et les gynécologues du district sanitaire de Thiès sonnent l'alerte. Ils incitent les femmes à aller se faire dépister. Chérante Diop. Au centre de santé de Thiès, l'ambiance est inhabituelle. Les femmes de Thiès sont venues très nombreuses, mais la peur est de mise, la tension est perceptible dès qu'on amorce le couloir qui mène vers la salle de consultation. Docteur Fatma Guenoun, la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, a détecté beaucoup de cas. Les femmes chez qui nous trouvons des lésions, ce sont des lésions précancéreuses. Nous les traitons immédiatement. S'il y a une suspicion de cancer, nous faisons des biopsies. Chez d'autres femmes chez qui ce sont des tumeurs du sein, on va faire une biopsie, on va donner des bons de mammographie gratuits. Il y a un bilan d'extension pour voir s'il n'y a pas de métastase au niveau d'autres organes. Pour faire face à ces maladies, Dr Aïssatou Diop, médecin-chef adjointe du district sanitaire de Thiès, pense que les données et les informations sont cruciales et essentielles. Nous avons eu à dérouler des campagnes de sensibilisation. Une vague de personnel a été envoyée au niveau des marchés. Ils ont fait le tour de la ville de Thiès et la sensibilisation est bien passée. Aminata Ndiaye, amicale des femmes des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, se félicite de cette mobilisation des femmes. Comme cette année-ci, le thème c'est « Osez informer, faites-vous dépister ». C'est dans cette optique-là que nous avons organisé cette activité de dépistage en y conviant toutes les femmes du plan social avec qui nous travaillons. La LISCA a enregistré des cas, renseigne Dr Fatou Guenoun. Elle promet à ces femmes de les prendre en charge. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Sénégal est finalement devenu propriétaire de plusieurs biens appartenant au défunt président Léopold Sédar Senghor, une quarantaine de biens qui étaient destinés à une vente aux enchères à Caen en France. Ces biens, dont des décorations prestigieuses en or massif, ont été acquis pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Plus de détails avec Anna Rocha. Le bordereau acquéreur envoyé à l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadj Magatsey, fait en effet cas d'une quarantaine d'objets personnels issus de la collection de feu Léopold Sédar Senghor, mais aussi d'autres objets type décoration ou présents décernés au président poète par l'Arabie Saoudite, la Belgique, l'Égypte, l'Espagne ou encore la Finlande. Parmi les effets personnels, des colliers, bracelets et bagues en vermeil, chaînes et pendentifs en or, des médailles en bronze doré et plusieurs stylos plumes. Le collier en vermeil et cabochon de turquoise qui pèse moins de 80 grammes coûte à lui seul 200 000 €, soit
131 millions de francs CFA. Dans le patrimoine de Léopold Sédar Senghor figure par ailleurs un important collier en or de 14 carats. Il s'agit du collier de l'ordre Abdul Aziz Al Saoud décerné par l'Arabie Saoudite. De la Belgique, il a reçu une boîte de présents au chiffre du roi et de la reine des Belges. De l'Égypte, un collier en or de l'ordre du Nil de 18 carats. Entre autres décorations, l'ensemble des biens du président Léopold Sédar Senghor et de son épouse Colette a été ainsi acquis pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Et selon un communiqué du ministère de la Culture, ces biens seront remis de manière officielle à l'actuel président de la République du Sénégal. Mais reste à savoir dans quel musée tous ces objets seront conservés. En tout cas, le poète Amadou Lamine Sall a fait le déplacement à Caen avec le ministre de la Culture du Sénégal pour superviser la transaction. Le poète parle de symbolique très fort pour le Sénégal. Il est interrogé par Anna Rocha. Mais je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire remercier le président Macky Sall ainsi que son ministre de la Culture. Je crois que le président Macky Sall a fait quelque chose de très touchant et de très grand en nous faisant venir à Paris et en nous demandant vraiment de tout faire pour que ces œuvres-là soient rachetées par l'État. Alors, donc le ministre de la Culture lui-même et notre ambassadeur se sont occupés de cette affaire. Les biens ont été acquis et maintenant, il reste à les ramener au Sénégal selon des procédures qui seront justement déterminées un peu plus tard. Mais d'abord, la symbolique est très grande. C'est une symbolique très forte de récupérer des œuvres de l'ancien président de la République du Sénégal qui sont vendues aux enchères. Et cela n'arrive pas tous les jours. Donc le gouvernement, je suis sûr, va bien s'organiser pour que ces œuvres soient visibles à tout le peuple sénégalais. C'est véritablement un très riche patrimoine quand on voit le catalogue de ces différents objets. On est sûr que tout ce patrimoine-là du défunt président est maintenant en possession de l'État du Sénégal? Je ne peux pas vous dire le contraire. Avec tout ce que le président Macky Sall a fait, avec ce que nous avons fait ici, avec ce que le ministre a lui-même a fait de manière remarquable, je pense que je ne peux que vous répondre oui. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Mauritanie, le lourd réquisitoire du procureur contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. 20 ans de prison ferme avec la confiscation de ses biens. L'ancien président Aziz est poursuivi pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Son procès a démarré en janvier. Mohamed Diop. Le parquet demande la peine la plus lourde, 20 ans de prison ferme, ce qui n'étonne pas sa défense. Maître Taleb Rayar. Nous avons d'emblée relevé la faiblesse des arguments de fait et de droit soulevés par le procureur qui s'est fondé exclusivement sur le contenu des procès-verbaux d'enquête préliminaire. Or, ces procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. Ils n'ont aucune valeur probante et cela prouve que le parquet n'a pas obtenu d'autres preuves que celles qu'il a lui-même créées. Les avocats de la partie civile représentant les intérêts de l'État se rangent, eux, aux côtés du parquet et réclament une indemnisation de plus de 740 millions d'euros. Maître Brahim Ebeti. Nous avons présenté un certain nombre de demandes qui se chiffrent à des centaines de milliards de Nouzouguia et à des centaines de millions d'euros, de dollars, pour aussi bien pour l'État que pour l'ensemble des sociétés. Le parquet a aussi requis de 5 à 10 ans de prison pour les 10 co-accusés, des anciens ministres et directeurs de sociétés nationales et des proches de l'ex-président. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Au Niger, la justice a ordonné la libération de l'ancien chef d'état-major des armées, Souleymane Salou. Il était condamné à 15 ans de prison en 2018 pour son implication dans une tentative de coup d'état en 2015. Un de ses proches a affirmé à l'AFP qu'il y a eu un jugement en appel hier et le juge a ordonné sa libération, une décision confirmée par une source proche des militaires au pouvoir. Au Libéria, le second tour de la présidentielle va se tenir le 14 novembre prochain. Il va opposer le président sortant George Weah à son challenger Joseph Boakai, arrivé au coude à coude au premier tour selon les résultats finaux publiés hier par la commission électorale. George Weah a obtenu 43,83% des voix contre 43,44% pour Joseph Boakai.
Au Mali, les casques bleus tchadiens ont quitté le camp d'Aguelhok dans la région de Kidal. Et contrairement à l'emprise de Tessalit, celle d'Aguelhok n'a pas été rétrocédée à l'armée malienne, selon des sources sécuritaires. Oui, des sources sécuritaires qui affirment qu'après le départ de la MINUSMA, des groupes armés avaient occupé les lieux avant de se retirer. Plus de détails avec Zanga Abdoulaye Ouattara. Dans son communiqué, la MINUSMA explique ce départ anticipé de ces casques bleus tchadiens d'Aguelhok par les menaces réelles contre eux. Selon la mission onusienne, une partie de ce contingent n'a pas pu être transportée par avion sur Kidal pour être rapatriée au Tchad. C'est là à cause de l'interdiction de vol imposée par les autorités maliennes. Ces casques bleus vont donc rejoindre le convoi terrestre de Tessalit dans des conditions périlleuses, regrette la MINUSMA dans son communiqué. Le camp d'Aguelhok est la seconde emprise donc libérée par la MINUSMA dans la région de Kidal après celle de Tessalit. Mais contrairement à cette dernière, l'emprise d'Aguelhok n'a pas été rétrocédée à l'armée malienne. À ce stade, les femmes n'ont fait aucun communiqué sur ces retraits d'Aguelhok. À ce jour, la mission de l'ONU a rétrocédé 7 de ses emprises à l'armée malienne conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Il s'agit des camps d'Ogosagou, Douenza, Ber, Gundam, Menaka, Anefis et Tessalita. La prochaine étape de rétrocession concernera les camps de Kidal, Tombouctou, Gao et Sévaré. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Guerre Israël-Hamas, le président français poursuit sa tournée au Proche-Orient. Après les premières étapes hier en Israël puis à Ramallah, Emmanuel Macron devait avoir un entretien dans la matinée avec le roi de Jordanie Abdallah II à Amman plutôt, avant de s'envoler ensuite pour le Caire où il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et à Gaza, les frappes israéliennes ont fait 80 morts la nuit dernière dans différents secteurs. Bilan fourni par le gouvernement du Hamas qui précise dans un communiqué que ces frappes ont également fait des centaines de blessés. Des raids qui ont aussi visé des positions de l'armée syrienne dans la province de Dera dans le sud du pays. 8 soldats syriens tués et 7 blessés. L'armée russe parle d'une agression, l'armée syrienne plutôt parle d'une agression alors qu'Israël déclare avoir frappé des infrastructures militaires en Syrie en réponse à des tirs en direction d'Israël mardi. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous reviendrons pour les analyser sur les chiffres de l'économie sénégalaise présentés hier par le ministre des Finances et du Budget et une mission du FMI qui vient de s'achever à Dakar. Et pour ce faire, nous serons avec le professeur Ahmad Ndiaye, économiste enseignant à la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion, et avec Maïssa Babou, économiste enseignant à la FASEC également. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Ligue 1, le promu Diamono Fatick affiche ses ambitions. Avec un budget de près de 126 millions de francs CFA, l'équipe fanion de la région de Fatick compte bien se défendre pour rester dans l'élite la saison prochaine. Après une bonne préparation, les Fatickois sont prêts à aller défier les ténors de la Ligue 1 sénégalaise. Issa Ndour, vice-président du club, a parlé ce matin au service presse de la RFM. L'équipe a démarré sa préparation depuis le 1er septembre par un regroupement fermé d'abord à Fatick et à Dakar. Globalement, ça s'est bien passé. Nous préparons sereinement notre prochain match contre Teungueth FC. Maintenant, notre inquiétude, ce n'est pas les ressources financières pour le moment, mais c'est plutôt la disponibilité du stade Massène Sène, où les travaux sont entamés de réflexion et qui tardent à être livrés. Voilà ce qui va nous pousser quand même pour nos prochains matchs. Les premiers matchs, en tout cas, de jouer à l'extérieur, ce qui n'a pas été souhaité au départ. Pour nos ambitions, c'est de rester le plus longtemps possible en Ligue 1. De jouer aussi les grands rôles, puisque nous représentons quand même toute une communauté, nous représentons toute une région. Voilà. Maintenant, pour exister dans ce championnat, il faut oser, il faut aller prendre le maximum de points chez le top 5. Le beach soccer avec les demi-finales du championnat national aujourd'hui sur les plages de Dakar. Mbao joue contre Guet Ndar. Kawsara jouera contre l'équipe de Ngor, la Champions League européenne sur les pelouses vertes des stades européens. Le Paris Saint-Germain à la relance face à l'équipe de l'AC Milan au Parc des Princes. Le Barça joue contre l'équipe de Shakhtar Donetsk. Manchester City en déplacement sur la pelouse de Young Boys
de Berne. Newcastle joue contre Dortmund. Celtic Glasgow jouera contre l'Atlético de Madrid et Lazio Rome fera face à l'équipe de Feyenoord. Karaté, le Sénégal envoie 8 combattants au championnat du monde en Hongrie. Et c'est depuis le 24 de ce mois et ce jusqu'au 29. Les 8 combattants répartis dans différentes catégories de poids vont tenter de décrocher l'or mondial et de représenter dignement le Sénégal. Fodendao est l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il est avec Youssouf Bodjan. Première journée justement des championnats du monde de Budapest. Donc vraiment on a bien travaillé avec Martar qui a fait 3 tours et encore un tour de repêchage. Et puis il fait match nul contre le champion du monde en titre. Et puis en même temps celui qui est en finale dans sa catégorie, M. Badawi de l'Égypte. Et puis voilà, donc le travail continue. On a eu Omar pour sa première participation au championnat du monde qui a très bien travaillé. Nous avons une Nagetse qui a fait 2 tours et puis Fadilou qui a fait 1 tour. Donc demain, place aux autres catégories. Nous allons avoir justement les shérifs moins de 67, Talarazak moins de 60, Abdurrahman Moundor Sen à moins de 75 kg. Et aussi, nous avons Adi en moins de 50 chez les filles et moins de 55 chez les filles aussi. Donc voilà, le travail continue. Nous sommes très satisfaits sur la représentation du Sénégal parce que l'objectif, c'était pas de résultats parce qu'on n'a pas eu une bonne préparation. L'État n'a pas pris en charge cette compétition pour l'instant, même s'il y avait une fiche financière. C'est très compliqué de faire un championnat du monde où il y a le meilleur du monde dans ces conditions. Mais malgré tout ça, le Sénégal est présent et les jeunes ont été très motivés, en tout cas pour la première journée. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal. La revue de presse avec Mohamed Ali Moubar. Bonjour. Baisse du coût de l'électricité au Sénégal, Sénélec engage la réflexion cernée de toutes parts par des clients râleurs, récriminations intempestives autour de la hausse des prix de l'énergie. Sénélec prêt à revoir sa note dans la mesure du possible. Note Sud Quotidien qui a en fait son sujet du jour. En clair, la Société nationale d'électricité accepte de revoir avec la Commission de régulation du secteur de l'électricité les conditions permettant de réduire les factures. Une révision du système de catégorisation des tranches proposé par les associations de consommateurs. Sénélec et les associations de consommateurs justement étaient sur la même table hier. Pour Sud Quotidien, Sénélec arrondit les angles. Sénélec tente de baisser la tension, constate Busby le jour. Mais pour Walfatri, la rencontre entre Sénélec et les consommateurs a été tout simplement électrique. En fait, l'État du Sénégal a raboté de manière significative les subventions qui passent de 550 à 215 milliards de francs CFA. C'est ce qui nous pend jusque-là au nez. Énergie toujours avec ce départ précipité de BP du champ gazier de Yakar Teranga, départ qui jette un coup de froid sur le projet Bûcheron Enquête. Qu'est-ce qui se passe derrière les velléités de sortie de BP du champ Yakar Teranga, se demande le journal. En tout cas, BP détient jusque-là 60% du champ Teranga, Cosmos 30%, l'État à travers Petrosen 10%. GTA et Sangoma sont sécurisés. Le problème, c'est les projets, rassure l'expert pétrolier Bachir Dramé, et le Sénégal doit résoudre tout de même l'équation à plusieurs inconnus de la malédiction du pétrole. En attendant, le Sénégal doit revoir à la baisse ses ambitions de croissance pour l'année. Le Sénégal n'aura pas plus de 4,1% de croissance, moins des 5,1% projetés. Les effets de la Covid sont passés par là, mais le témoin préfère voir le positif dans tout cela. Malgré la baisse, le Sénégal sur le toit de l'Afrique, le FMI et le Sénégal ont signé par ailleurs un nouvel accord de principe qui ouvrira la voie à un décaissement de 166 milliards de francs CFA. Le Soleil parle de facilité élargie du crédit. Pour le journal Les Échos, les performances du Sénégal ont été magnifiées et récompensées. Écho d'ici toujours avec la question de la dette, le FMI qui estime qu'elle est toujours soutenable pour le Sénégal. Les perspectives sont bonnes et restent inchangées, donc emprunter plus en 2023 et moins en 2024. La parade pour rester dans la norme communautaire d'endettement. L'inflation revue à la hausse de 3,1% à 6,5% vers donc une réduction des subventions, alerte aussi Vox Populi. Cette alerte de Maître Ciré Clédor lui au sujet de la santé de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko plongé dans un coma profond selon l'avocat. L'alerte, on la retrouve à la une de quelques journaux, mais apparemment les confrères affichent beaucoup de prudence ce matin, toujours dans la bouche de Maître Ciré Clédor Ly. Busby le jour écrit que ça recommence, jeu de mots autour du mot
coma avec l'exclamation à la fin comme pour dire que c'est pas nouveau tout ça. L'Obs planche d'ailleurs sur un coma dont il nous dit qu'il paraît de plus en plus inquiétant. Le journal y voit une stratégie de communication catastrophique et une façon de mettre la pression sur l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, justement, avec cette médaille d'honneur que lui décerne le journal Le Quotidien, le confrère est très content de voir enfin les objets de Léopold Sédar Senghor sauvés de la vente aux enchères. 41 objets rachetés en tout à 160 millions de francs CFA. Les deux parties s'épargnent ainsi un procès coûteux, se félicite le journal. À la une de Libération, immigration irrégulière, la pirogue partie de Kayar secourue à Dakhla. Elle avait à son bord une quarantaine de mineurs, 21 femmes, 2 bébés. Tous les passagers sont sains et saufs. Bon l'état à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à notre rubrique Point de vue. Vous venez de l'entendre dans la revue de presse. Satisfait de la mission du Fonds monétaire international qui vient de séjourner au Sénégal dans le cadre du programme de coopération entre le Fonds et le Sénégal, notamment le mécanisme élargi de crédit, la facilité élargie de crédit et la facilité pour la durabilité et la résilience. Satisfaction côté sénégalais. Mais comment analyser les chiffres sur la croissance du PIB, sur l'inflation et d'autres paramètres de l'économie sénégalaise? Pour cet exercice, nous avons en ligne et en direct le professeur Ahmad Ndiaye, économiste enseignant à la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Mignon. Également enseignant à la FASEG et économiste, Maïssa Babou, bonjour. Bonjour, et vous? Alors, Maïssa Babou, je commence avec vous. Comment vous lisez et vous comprenez les chiffres de l'économie du Sénégal pour l'année en cours et les prévisions du FMI et du gouvernement sénégalais pour l'année prochaine, notamment la croissance du PIB qui sera moins importante que ce qui était prévu, autant pour cette année que pour l'année prochaine, puisqu'on nous annonçait une croissance à 2 chiffres, et surtout l'inflation qui passe de 3,1 à 6,5%. Comment comprendre cela? Oui, bis repetita, c'est une mission du FMI. Et nous délivre à chaque fois un satisfait, même si tout le monde sait que nous sommes un pays surendetté. Endettement qui, pour le service de la dette, nous empêche malheureusement d'être autonomes financièrement pour prendre des décisions, comme subventionner certains produits, certaines denrées, dont l'énergie qui nous tue. Et il faut donc comprendre que de tout temps, nous avons dit que notre croissance était extravertie, partagée entre le ciment, le commerce et les banques, toutes choses qui ne nous appartiennent pas, alors que notre agriculture ne pèse que 16% dedans. Cela veut dire que nous avons une croissance tertiaire, avec un peu d'industrie qui ne nous donne pas en fait une satisfaction au niveau de la vie des Sénégalais. Le panier de la ménagère aujourd'hui est secoué par une inflation, vous l'avez dit, et rien n'empêche le gouvernement de se positionner comme dans un humanisme pour en fait nous aider à quand même baisser ces factures-là. Donc, à qui profite réellement cette croissance qui, me semble quand même, est une déception. Parce qu'on nous a promis, et ça fait 10 ans, 12 ans, quand même une croissance à 2 chiffres. Si on regarde toute la manne financière décaissée dans ce pays-là, jusqu'à 76% d'un taux d'endettement avec aujourd'hui un service de la dette qui dépasse 1250 milliards, on peut bien se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cela pour ne pas être aujourd'hui à cette croissance promise de 2 chiffres? Je reviendrai à vous tout à l'heure pour peut-être analyser la communication du FMI sur ces chiffres de l'économie sénégalaise. Mais avant cela, professeur Ahmad Ndiaye, quelle est, votre lecture du tableau qui a été présenté hier par la mission
du FMI et le ministre des Finances et du Budget. Voilà, je commencerai par saluer mon collègue Mélissa. Et ensuite, je dirais que ces chiffres-là sont cohérents en termes de lecture statistique. Parce que nous sommes partis en 2022, on était à 4,2% en 2022. En 2023, donc, on prévoit 4,1%. Alors, en 2024, maintenant, on n'aura pas les deux chiffres parce qu'il y a eu le retard dans la production pétrolière. Il y a eu un retard, c'est tout. Ce qui fait qu'on n'aura pas... On va commencer peut-être au deuxième semestre du 2024, ce qui fait que, selon les prévisions, on aura 9,2%, qui est un taux réaliste. On aura 9,2% au lieu de 10%. Et maintenant, 8,9% probablement. Selon les FMI. Oui, selon les FMI, oui. Donc, il y a deux versions. Le ministre dit 9,2 et le 8,3. Donc, moi, à vérifier quand même, à vérifier parce que je ne voudrais pas dire des bêtises aussi, mais j'ai plutôt retenu un chiffre à 8 plutôt qu'à 9. Mais bon, poursuivez, on pourra vérifier ça tout à l'heure. Oui, d'accord. C'est le FMI qui précise à 8,3%. C'est ça. Mais dans le document sur le budgétaire, c'est 9. Il y a toujours cet écart entre les chiffres du FMI et les chiffres du gouvernement, même en termes de prévision, mais bon, c'est marginal, effectivement, comme vous dites. Ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, le gouvernement a pris l'engagement de réduire le déficit budgétaire. Parce que vous savez, le FMI ne donne pas de l'argent s'il n'y a pas de garantie de bonne gestion financière, de bonne gestion budgétaire. C'est parce que l'État donne des garanties de bonne gestion budgétaire que le FMI a débloqué cet argent-là. Et ce que le FMI a dit sont satisfaits. Donc, ce que je retiens en tant qu'économiste, c'est qu'il y a un effort de réduction du déficit budgétaire. Parce que si vous ne faites pas cet effort-là, réduction du déficit budgétaire, malgré les pressions populaires, malgré les pressions sociales, si vous ne faites pas cet effort-là, vous risquez d'avoir un budget insoutenable. Et là, actuellement, on sera à 5,5%. En 2023, on sera à 5,5% de déficit budgétaire, ce qui est déjà très élevé. Mais l'État a pris l'engagement d'aller à 3,9% en 2024. Bon, ça, c'est possible, c'est faisable pour deux raisons. C'est faisable parce qu'il y aura les recettes, il y aura l'impact du pétrole, des recettes pétrolières. Ce qui fait que, bon, la croissance augmente, c'est normal. Si la croissance augmente, il y a plus de recettes fiscales, etc. Et ce qui fait que le déficit budgétaire peut diminuer. Donc, sur cette perspective-là, on n'a rien à dire. Mais là où il y a le hic, c'est que pour arriver à 3,9% aussi, il faudra faire des efforts au niveau des dépenses. Ça veut dire que l'État devra diminuer ses subventions. Subventions sur certains produits alimentaires, sur les produits pétroliers, sur l'énergie en général. Et ça, c'est un effort que l'État devra faire. Et pour ça, maintenant, malheureusement, il y a des conséquences négatives. Il faut monter les prix. C'est la logique redoutable de l'économie. Oui. Mais, professeur, si vous voulez bien, je voudrais m'arrêter sur le taux de croissance. Évidemment, la croissance du PIB, beaucoup d'économistes parmi vous, c'est votre matière, c'est votre domaine, parmi vous même, beaucoup contestent la pertinence de cet agrégat, le PIB ou le taux de croissance du PIB, mais peu importe. Si on est à 4% alors que le croît démographique dépasse les 2,7 et avoisine les 3%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation qu'il y a entre les deux? Est-ce que finalement les chiffres traduisent réellement l'état de l'économie du Sénégal et surtout pour le commun des mortels dans notre vie quotidienne? Vous savez, le taux de croissance est calculé sur le PIB. Maintenant, ce taux de croissance-là, ça veut dire que la production augmente. C'est normal que la production augmente. Nous sommes en dynamique, nous sommes en mouvement, nous sommes en dialectique. Les choses ne restent pas stationnaires. Ça augmente, soit ça baisse. Personne ne peut dire que la production baisse au Sénégal. Je pense que nous sommes tous d'accord. La production ne baisse pas. Elle augmente, mais elle augmente suffisamment. C'est ça le grand problème. Oui, parce que 4%, isolément, ça paraît important. Parce que si vous avez 4% de croissance et 4% de croix démographique, ça veut dire que le revenu par tête n'augmente pas. Oui. C'est ça. Donc ici, il y a 4%, mais l'augmentation du revenu par tête est faible.
C'est très faible. Parce que vous avez 4% et moi, le chiffre que j'ai, c'est 2,8%. Bon, c'est très faible. Très faible. Donc, il faudrait que le taux de croissance augmente beaucoup plus vite que le taux de croissance. Mais c'est ce qu'on nous dit depuis plus de 15 ans, qu'il faudrait une croissance forte, durable et forte. Il y avait même des chiffres, il fallait que ce soit au moins à 7% par an pendant 10 ans pour qu'on puisse avoir des effets sur la vie, sur la vie des gens. Voilà. Je reviendrai à vous tout à l'heure, professeur, s'il vous plaît. Mais Maïssa Babou, je vous disais qu'en général, il y a quand même un hiatus entre le tableau que nous présente le FMI, notamment aux côtés du gouvernement, et la deuxième phase de communication, et c'est ça qu'il faudra attendre, c'est-à-dire le compte-rendu de cette mission qui sera publié sur le site du FMI, qui sera sensiblement différent de ce qui a été dit devant les caméras. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique que le FMI nous donne toujours un satisfecit et que quand on va dans les rapports et dans les comptes-rendus, on a un peu plus quand même de circonspection par rapport à certains phénomènes économiques qui se passent chez nous? Oui, mais je dois rappeler ce que mon collègue Ndiaye disait tout à l'heure, et je le salue au passage. Cette théorie, en fait, la croissance reposait en fait sur deux principes. Le premier, c'était qu'elle doit être supérieure à la montée de la population. C'est une théorie malthusienne. Donc, oui, parce que si vous avez une croissance supérieure à l'augmentation de la population, bon, l'argent récolté peut aller faire de l'assainissement ailleurs et de l'eau, etc., de l'électricité. La deuxième chose, et c'est ça le problème, c'est que cette croissance dont on parle n'était valable et viable que dans une économie fermée. C'est-à-dire que c'est de façon inclusive, c'est nous dans nous, et que tous les bénéfices récoltés à travers cette croissance-là devaient être réinvestis dans ce pays, et tel n'est pas le cas. Nous sommes dans un cas de pays où tout est extraverti. Et donc, sous ce rapport, on se rend compte qu'il y a, comme le chat et la souris, entre nous, population, l'État du Sénégal et le FMI. Ils vont tout faire pour colorer ces tableaux-là. Quand M. Ndiaye disait tout à l'heure que oui, l'objectif est très bien parce qu'on aura 9% peut-être et le déficit budgétaire sera... Non, moi je dis, ça c'est une lecture économique seulement des paramètres. C'est comme si le ciel avait des nuages et que on s'attendait à une pluie qui ne vient jamais. Les populations souffrent, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que ces chiffres chimériques-là, de ces paramètres-là de croissance, de déficit budgétaire, franchement, les populations ne se retrouvent pas. Ce que nous voulons, c'est que l'État du Sénégal puisse, dans son endettement qu'il a amené à un déficit budgétaire là, savoir raison garder. Non seulement emprunter, d'accord, parce que ça booste le développement, mais il faut savoir le mettre là où quand même, après, il y aura des résultats. Ces résultats de 4%, depuis combien d'années? Nous avons déjà dépensé 2 PAP, un premier PAP normal de presque 10 000 milliards et un deuxième PAP amélioré sous Covid qui frise les 15 000 milliards. Mais de tout cela, on revient pour nous dire que vous serez peut-être entre 4 et 5% hors pétrole. Mais je me demande, voilà quoi, c'est cette lecture assez qu'est-ce qu'il faut aérienne. faire d'après vous par rapport au programme avec le FMI? On sait qu'il y a des pays qui ont dit non. La Tunisie a dit niet, notamment aux conditionnalités attachées à ces programmes. On a vu les effets de ces programmes dans certains pays, au Sri Lanka notamment. Et que doivent faire nos pays, que doit faire le Sénégal vis-à-vis du FMI? Mieux négocier ces programmes ou en sortir complètement et essayer autre chose? Le FMI ne peut pas faire un programme de développement. Le FMI est un organe financier. Le FMI ne viendra jamais vous dire faites la guana. Chaque pays doit comprendre ses faiblesses, doit comprendre la voie de son développement. Parce que tant que le FMI est là, il vous dira oui, prenez de l'argent, mais on ne fera jamais avec ça un hôpital, on ne fera jamais avec ça une université, on ne fera jamais avec ça de la guana, mais si c'était des chantiers et on vous impose un organe un peu léonien là, comme appel d'offres, sachant que si vous faites l'appel d'offres, c'est sûr que c'est un Français qui va gagner, un Turc, etc. Donc moi je crois que le problème c'est nous. Il nous faut
avoir le courage de nous autonomiser. Il nous faut avoir le courage de mettre l'argent dans une vision de développement. On ne peut pas continuer à faire seulement des ponts et des trucs pendant que cette dette-là empêche l'État de faire une subvention sur l'électricité qui est actuellement en train de tuer tous les Sénégalais. Il nous faut aller dans le sens quand même d'humaniser ces visions-là. Merci. On ne peut pas continuer comme ça. Franchement, ça doit s'arrêter. Merci. Qu'ils ne nous vendent pas quand même des chimères. Parce que trop c'est trop, les Sénégalais sont fatigués. Babou. Économiste enseignant à la FASEC. Dernière question pour vous, Amath Ndiaye, sur cette relation entre nos États et en particulier entre le Sénégal et le FMI en termes de programme économique. Je dirais tout simplement que le FMI, c'est un organisme international, il n'est pas créé pour le Sénégal ou pour l'Afrique, c'est pour tout le monde. Le FMI est intervenu en Grèce, est intervenu au Ghana, est intervenu partout. Et souvent, on fait un mauvais procès au FMI, parce que quand les États ont des finances publiques désastreuses en crise, ils appellent le FMI. Mais le FMI ne s'invite jamais. C'est quand les États ont des crises de finances publiques qu'ils appellent au secours le FMI. Donc, ce n'est pas le FMI qui met le feu. C'est eux qui mettent le feu, ils appellent le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier, c'est le FMI. Il vient avec son remède de cheval en général, effectivement. Oui, c'est ça, il faut le dire aussi. Le FMI ne s'impose jamais à un pays. Merci beaucoup. C'est un pays qui a des problèmes dans ses finances publiques qu'il appelle. Mais dans le cas du Sénégal, on n'a pas de difficulté dans nos finances publiques. On n'a pas. Le programme pour le développement agricole, c'est des programmes d'accompagnement. Et le FMI nous incite. Parce qu'il faut savoir une chose. Il n'y a pas deux manières de gérer un budget. Un budget, il faut qu'il soit